Quand Emmaüs est fondé par l'abbé Pierre en 1954, son objectif est laïque, c'est la lutte contre l'exclusion sociale par les premiers concernés. En hiver 1954, le froid décime les sans-abri et l'abbé Pierre fait un appel aux dons à la radio. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise ces simples mots: toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Un appel très suivi qui va permettre une notoriété énorme à son association nouvellement créée. Et on a une citation de l'abbé Pierre dans une biographie de 2007 qui lui est consacrée et qui parle du fonctionnement d'Emmaüs. Emmaüs, c'est un peu la brouette, les pelles, les pioches avant la bannière, une espèce de carburant social à base de récupération d'hommes broyés. Ces hommes qui seront les aidés, les volontaires et les aidants, tous à la fois, on les appelle les compagnons d'Emmaüs. Et ces compagnons seront gérés localement par des communautés sous la hiérarchie d'un responsable, lui-même devant rendre des comptes à Emmaüs France. Aujourd'hui, en 2024, Emmaüs, c'est 5600 places d'hébergement dans 85 centres et des centaines de salariés, de volontaires et de bénévoles. Pour dire à quel point l'influence est forte, on peut citer par exemple le vote de la trêve hivernale dans les années 50 qui empêche les expulsions pendant l'hiver et plus récemment le vote du statut des compagnons qui a été créé dans une loi à la fin des années 2000. En 2022, dans son rapport annuel, Emmaüs se félicite de 147 interventions médiatiques, une présence qui se vérifie en 2023 par différents reportages de médias divers, toujours très empathiques avec Emmaüs. Mais qu'en est-il vraiment? Émeric, l'un des journalistes du Canard réfractaire, vous a rassemblé de nombreux témoignages pour vous présenter une autre vision d'Emmaüs, une vision loin des plateaux télé, basée sur le vécu de plusieurs compagnons présents dans des communautés différentes en France. Alors on a eu un témoignage positif, celle d'Alexandra dans le village de Pau-l'Escar, qui a passé du temps cet été à Emmaüs et qui en garde des bons souvenirs. Donc tu as ce témoignage-là, et puis tu as les autres. On va commencer par l'image d'Emmaüs. C'est une image qui est plutôt positive et donc elle a beaucoup de partenariats avec des donateurs, notamment publics. Dans le rapport d'activité qu'ils ont produit en 2023, ce sont pas moins de 5 ministères et le gouvernement qui sont en soutien d'Emmaüs, en plus des acteurs européens. Ce qui veut dire que cette image, elle permet de récupérer de l'argent à la fois de nos dons directs, mais aussi de nos impôts. Et c'est important parce que c'est au cœur de ce que nos témoins appellent du social washing. Alors pour ceux qui ne sont pas très au courant des termes washing et compagnie, en gros ça veut dire ils utilisent le social pour se faire bien voir et se faire du fric un peu avec, tu vois. L'idée c'est que Emmaüs se sert de son image positive d'association d'aide aux plus démunis pour récupérer de l'autre côté de l'argent et des dons et en plus de ça cacher une gigantesque machine d'exploitation. Sauf que Emmaüs, c'est la solution de dernier recours pour des gens qui sont très vulnérables. Ils n'ont pas le choix en fait. On nous dit que 95% des compagnons sont des personnes sans logement, sans famille et sans papier. Les lois inspirées par Emmaüs, elles ont créé un statut qui s'appelle l'OACAS que beaucoup de compagnons rejettent aujourd'hui. Un statut extrêmement précaire où Emmaüs peut interrompre à n'importe quel moment le contrat et donc adieu l'espoir d'avoir des papiers et aussi adieu le salaire. Et là on parle de salaire mais en réalité il s'agit de simplement quelques centaines d'euros et ça varie énormément selon les communautés. En région parisienne, Ondine nous a déclaré avoir été payé 350 € par mois environ, tandis qu'on touchait plutôt autour de 750 dans les communautés voisines et que dans le nord, apparemment, d'après nos témoignages, c'est plus autour de 150. C'est très précaire puisque c'est le seul revenu que ces personnes touchent. Et ce salaire, il est donné en contrepartie d'une participation à la vie de la communauté. Évidemment, on peut tous deviner comment est-ce que ces situations finissent en général. Au début de sa vie de compagnon d'Emmaüs, Ondine était mariée. Dans sa communauté, elle devait servir environ 500 couverts matin, midi et soir, tous les jours, avec en plus la plonge à la fin. Et ensuite, elle est tombée enceinte. Elle a donc demandé à avoir un poste assis, ce qui lui a été refusé. Ondine a donc été obligée de continuer cette activité éreintante pendant sa grossesse, jusqu'à ce qu'un médecin arrive pour lui prescrire un arrêt de travail. Delphine, elle nous dit que les compagnons, ils ont la vie dure dans la communauté de Camon, à côté d'Amiens, dans la Somme. Et les autres articles d'autres médias qui sont sortis récemment dans les communautés du Nord sont édifiants. Mediapart, par exemple, a sorti en janvier des révélations
révélation sur 2 communautés de Lille enquêtées pour traître des êtres humains. Et d'ailleurs, on a vu des compagnons qui manifestaient et qui faisaient grève pour dénoncer tout ça. Des personnes qui sont souvent sans papier et qui se retrouvent aujourd'hui à parler d'esclavage. On travaille 40 heures par semaine pour gagner 150 € par mois, c'est vraiment catastrophique. Le bénévolat, c'est en quelque sorte donner quelques heures de son temps, mais ce n'est pas faire 40 heures par semaine. Le tribunal de Lille a d'ailleurs condamné 3 responsables d'Emmaüs pour travail dissimulé après cette longue grève. Et cette exploitation, c'est aussi celle des dons. Les compagnons, ils ont le droit de se servir raisonnablement dans les dons qu'on fait à Emmaüs. C'est dans le fonctionnement des communautés. Et tout réside dans ce petit mot « raisonnablement ». Delphine, toujours, elle nous a fourni des photos et selon elle, on y voit la présidente d'Emmaüs Somme avec des sacs pleins à lait à sa voiture. Tout ce qu'elle prend pour elle, en fait, ça aurait pu servir de repas et pour diversifier un petit peu les menus qui sont servis d'habitude aux compagnes et aux compagnons. Mais prendre ces dons, ça fait faire des économies à cette présidente qui n'a pas besoin d'aller faire les courses. Delphine nous a aussi raconté les vacances et les loisirs particulièrement chers du responsable de sa communauté à côté d'Amiens. Selon Delphine, ce train de vie des cadres de Emmaüs est financé notamment par la revente des dons, non pas chez Emmaüs, mais en les détournant pour les vendre de leur propre nom sur le Bon Coin ou sur le marketplace de Facebook. Ce qui est assez ironique quand on se souvient de la fameuse campagne d'Emmaüs contre Vinted qui reprochait à la plateforme de favoriser la surconsommation, voire l'addiction. Vu qu'il n'y a pas de contrôle externe qui peut être fait, tout le monde sous-estime l'argent généré par les communautés via la revente. Des violences sexuelles nous ont aussi été rapportées dans des témoignages. On y parle de pédocriminalité et de harcèlement sexuel qui auraient été couverts par certaines communautés Emmaüs. On a posé la question de ces violences à non-témoins suite à des accusations déjà sorties, notamment sur Street Press, sur la communauté à Déheul ou à Ivry-sur-Seine. Par exemple, Delphine nous a parlé du responsable de la communauté dans laquelle elle était et qui faisait beaucoup de blagues aux filles. Évidemment, des blagues qui avaient toujours un caractère sexuel. Et quand on lui demandait d'arrêter, il répondait que, évidemment, c'était de l'humour et que c'était pas du tout déplacé. En réalité, les affaires ne remontent jamais, même lorsque les auteurs sont des compagnons. Maria, qui est une adulte aujourd'hui, elle est très souvent allée dans des communautés Emmaüs en Belgique dans les années 80 et à l'époque, elle avait une dizaine d'années. Malgré certains bons souvenirs dans ces Emmaüs, elle a surtout été aussi victime de compagnons pédophiles. Et elle pense pas être la seule dans ce cas-là, évoquant d'autres enfants qui fréquentaient les mêmes communautés en même temps qu'elle. Plusieurs fois, Maria a essayé de contacter les Emmaüs en Belgique et le père Léon, par exemple, qu'elle a rencontré et qu'elle garde un souvenir d'un homme très condescendant. En bref, à chaque fois qu'elle a tenté de contacter la hiérarchie d'Emmaüs, en fait, on l'a pas prise au sérieux, tout simplement. L'affaire n'est jamais sortie avant aujourd'hui. Et ça rappelle aussi l'affaire l'Abbé Pierre. L'an dernier sortait un film sur l'Abbé Pierre nommé Une vie de combat, un long métrage qui a vieilli à une vitesse phénoménale. En 2024, des accusations sur l'Abbé Pierre paraissent tous les mois, en particulier des agressions sexuelles commises entre les années 50 et son décès en 2007. La cellule d'écoute mise en place par Emmaüs a déjà confirmé 24 accusations. Elle attend d'autres éléments pour en confirmer encore de nouveaux. Dans le même temps, la cellule investigation de Radio France retrouve plusieurs lettres dans lesquelles l'abbé menace les personnes qui oseraient dénoncer ses agissements. Face à toutes ces preuves et ces enquêtes, c'est compliqué de nier qu'il y avait un problème avec l'abbé Pierre qui agressait sexuellement des femmes et qu'il menaçait les plaignantes pour les garder dans le silence. Un silence qui est généralisé dans tout Emmaüs. On nous a parlé de racisme de la part des responsables de trafic en tout genre, mis en place par certains compagnons, de circulation d'alcool sous le manteau et de compagnons et compagnonnes qui se sentent en prison dans ces communautés Emmaüs. Alors aujourd'hui, on peut en parler parce que tu as beaucoup d'enquêtes qui sont sorties, mais encore une fois, c'est sous couvert d'anonymat, sauf pour Delphine à Emmaüs Camon dans la Somme. Mais les autres gens qu'on a eu en témoignage, c'est de l'anonymat parce que les gens, ils ont peur et ils sont tenus par ce système-là. Par exemple, des promesses d'obtenir un meilleur logement ou des papiers et les menaces d'exclusion qui font taire les gens. Un exemple, celui d'Ondine en région parisienne. Quand elle a annoncé sa grossesse, elle a dit qu'Emmaüs a voulu l'expulser, elle et son mari et leur enfant à naître. Et Ondine, elle prenait cette menace vraiment au sérieux parce que les voisins du dessous, eux, ils ont été dégagés, expulsés alors qu'ils étaient à la maternité pour ne pas qu'ils obtiennent un logement plus grand. Ils sont rentrés pour retrouver leur chambre vidée et la serrure changée. Alors on pourrait se dire que c'est pas si facile d'expulser ces personnes, mais en réalité,
côté, tu as certaines communautés Emmaüs qui agiraient de différentes manières, en prétextant par exemple une dégradation des lieux, des vols ou encore un comportement inacceptable pour lancer des procédures. Delphi nous a aussi fourni des lettres reçues d'Emmaüs qui lui indiquaient qu'elle n'était plus la bienvenue. Et le reproche avancé, c'est le comportement, quelque chose de totalement invérifiable et improuvable. Les menaces mettent les personnes sous une pression très forte et les promesses mettent tout le monde en concurrence. Ce qui crée une ambiance horrible où tout le monde se met des bâtons dans les roues et où on agit rarement en collectif. Et si un compagnon menace de révéler des choses aux médias ou d'agir en justice, tout est prévu. Selon Ondine, des logements seraient laissés volontairement vacants par certaines communautés Emmaüs pour les promettre en échange du silence des compagnons devant la police. Ce qui explique pourquoi tu as tant de dérives qui n'ont pas été médiatisées avant ces derniers mois. On avait déjà parlé du mal logement au Canard Réfractaire, c'était en avril dernier et on a eu les témoignages de Phoebe, une travailleuse dans le logement social dans les Hauts-de-France. Elle nous dit une phrase qui résume la situation des personnes sans abri aujourd'hui. Si t'as pas d'enfant de moins de 4 ans à accompagner, personne n'a de place pour toi. Et on a de plus en plus de gens à la rue à cause des politiques menées, avec notamment la loi anti-squat de l'année dernière qui permet d'expulser plus facilement les locataires. Et globalement, avec l'augmentation des prix des loyers, l'inflation, les salaires qui ne suivent pas et en même temps les lois sur le chômage et le RSA, ça devient de plus en plus difficile de se loger en France et tu as de plus en plus de personnes qui n'ont plus de solution en fait. Et les personnes qui vont chez Emmaüs, ce sont les plus vulnérables et elles sont de plus en plus nombreuses. Et celles et ceux qui doivent gérer ça sont complètement débordés, sous tension, dans une position de pouvoir. Cette mise sous tension avec les enjeux de pouvoir, ça fait que ça détruit les rapports humains. Un pouvoir qui fait que ceux qui sont en position de force abusent de leur situation face aux personnes qu'ils devraient aider. C'est une situation qu'on peut retrouver chez certains profs et certains soignants aussi. Plus les conditions deviennent atroces et plus on met le bordel en classe sur le dos des élèves et des parents d'élèves et plus on met la responsabilité des urgences saturées sur le dos des patients. Dans cette situation, les associations comme Emmaüs se retrouvent à devenir des prestataires de l'État, des mairies et des institutions. Ce que Emmaüs présente comme du mécénat ou du don de la part des institutions, c'est en réalité de la sous-traitance de la misère. Et ça induit que les institutions vont avoir du mal à être critiques envers Emmaüs alors que les alertes sont nombreuses et que tu as des témoignages qui sont de plus en plus fréquents, notamment sur une enquête de Reporter publiée en 2022. Une enquête de 2022 qui évoque une BD d'enquête qui est elle parue en 2019 à l'ombre de l'abbé Pierre qui raconte déjà les dérives d'exploitation des compagnons au sein d'Emmaüs. Alors, faut-il mettre en pièces l'héritage d'Emmaüs et de l'abbé Pierre quand on voit tout ça? Finalement, est-ce que tout le caricatif est une gigantesque mascarade? Parce que quand même, l'abbé Pierre, d'accord c'est ça, mais c'est aussi quand même des discours qui avaient de la gueule quoi. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Nous, on a l'impression au Canard Réfractaire que certains sont très heureux de pouvoir se servir des affaires autour de l'abbé Pierre et d'Emmaüs pour effacer du même coup que les riches sont coupables au regard de Dieu, l'existence de l'extrême richesse produit la misère. Et surtout, la misère, elle reste là quoi. Ce qui fait que par exemple Delphine, l'une de nos témoins, elle continue d'aider certains compagnons d'Emmaüs, même après avoir été exclue. Parce qu'elle fait vivre l'idée qu'il faut combattre la misère. Bref, on l'a vu, la structure Emmaüs, elle dysfonctionne. De nombreuses communautés broient les personnes de bonne volonté. Parce que compter collectivement sur la bonne volonté des gens pour éradiquer la misère, en fait, c'est pas une bonne stratégie. L'autre vision des choses, c'est mener un combat militant pour reprendre la main sur l'économie, nous, le peuple, pour qu'on puisse décider ce qu'on fait de notre travail et de nos richesses pour véritablement éradiquer la misère. Car la misère est un choix politique qui sert certains intérêts de ceux qui, comme disait l'abbé Pierre, ont du sang sur les mains. Ceux-là préfèrent voir les autres crever plutôt que céder une infime portion de leur pouvoir et de leurs privilèges. Et à un moment donné, c'est ces pouvoirs-là qu'il va falloir reprendre en main. En tout cas, ça, c'est notre vision sur le Canard Réfractaire, votre média militant, votre média de révolte, qui est là donc pour de l'investigation, pour de l'analyse et des reportages. Donc si tu ne veux rien louper de ce qui va arriver, tu peux t'abonner et mettre la cloche. Et d'ailleurs, si d'autres personnes souhaitent témoigner sur Emmaüs pour apporter leur brique à l'édifice, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, rédaction@lecanardréfractaire.org. Allez, haut les cœurs, les réfractaires, on a encore du boulot. C'était Pixel au montage, Émeric à l'écriture et à l'enquête. Sur ce, 10 bisous et à la prochaine.